La terre algérienne se souvient. Elle se souvient sans archives, sans discours, sans communiqués officiels. Elle se souvient comme se souviennent les sols anciens, par strates, par silence, par traces enfouies que seuls ceux qui prennent le temps savent encore lire. Chaque alliance, chaque rupture, chaque main tendue ou retirée a laissé une empreinte invisible, inscrite dans la mémoire longue du territoire. Et parmi ces empreintes, certaines ne brillent pas sous les projecteurs de l'actualité, mais traversent les décennies avec une constance presque minérale. Dans les années 1950, alors que l'Algérie n'était pas encore un État mais déjà une idée irréversible, la Chine populaire fit un choix qui, rétrospectivement, paraît d'une clarté troublante. Elle reconnut politiquement une nation encore en gestation, un peuple en lutte, sans attendre de contrepartie immédiate. À cette époque, le pétrole algérien n'était pas encore ce pivot géopolitique convoité par les puissances industrielles. Les grands contrats n'existaient pas, les infrastructures modernes non plus. Il n'y avait ni port géant, ni ligne ferroviaire stratégique à négocier. Il n'y avait qu'un combat asymétrique et une certitude, certains peuples refusent de disparaître. Ce geste n'était pas guidé par l'anticipation d'un marché futur, mais par une lecture du monde façonnée par une expérience commune de domination, de dépossession et de reconstruction. Deux trajectoires éloignées géographiquement mais étonnamment proches dans leur rapport à l'histoire. Deux peuples qui avaient appris, chacun à leur manière, que la souveraineté ne se quémande pas, qu'elle se conquiert, se défend et surtout se pense sur le long terme. Ce lien naissant ne faisait pas la une des journaux internationaux. Il ne cherchait pas l'approbation des grandes capitales. Il s'enracinait discrètement, comme une veine minérale qui traverse le sous-sol sans jamais affleurer à la surface. Cette relation n'a jamais eu besoin d'être spectaculaire pour être solide. Elle ne s'est pas construite dans l'urgence des sommets diplomatiques, mais dans la lente reconnaissance mutuelle de trajectoires nationales cherchant à s'émanciper des centres de pouvoir dominants. Aujourd'hui encore, elle se distingue par sa sobriété médiatique. Peu de déclarations flamboyantes, peu de mise en scène. Elle avance à un rythme qui échappe à l'obsession du rendement immédiat, à cette temporalité courte imposée par les marchés financiers et les cycles électoraux. Car pour Pékin comme pour Alger, la terre n'est jamais neutre. Elle n'est pas un simple support sur lequel on projette des intérêts abstraits. Elle est mémoire accumulée, promesse patiente, levier silencieux de puissance. Les civilisations agricoles savent cela instinctivement, ce qui pousse lentement dure plus longtemps. Ce qui s'enracine profondément résiste mieux aux tempêtes. Dans cette vision, une alliance n'est pas une transaction, mais une continuité. Elle doit survivre aux changements de conjoncture, aux tensions internationales, aux reconfigurations géopolitiques. Lorsque l'on comprend cette logique, le regard porté sur les transformations actuelles change radicalement. Les ports qui s'étendent, les rails qui avancent vers l'intérieur des terres, les silos qui se dressent aux portes du désert ne sont plus de simples projets économiques. Ils deviennent des signes. Des marqueurs d'un dialogue ancien entre deux nations qui pensent le monde non comme une succession de crises à exploiter, mais comme un espace à structurer sur plusieurs générations. Et à cet instant précis, une autre question commence à émerger, presque naturellement: que signifie construire ensemble, lorsque l'on partage la même patience face à l'histoire? Là où certains discours internationaux continuent de parler d'influence, de sphères et d'axes dominants, l'Algérie avance avec un vocabulaire plus concret, presque austère, celui de la capacité. Capacité à produire, à transporter, à stocker, à décider du rythme et du sens de son propre développement. De son côté, la Chine ne parle pas de conquête mais de continuité, une notion qui dépasse la simple addition de projets pour s'inscrire dans une vision systémique du territoire. Lorsque ces deux lectures du monde se rencontrent, le résultat n'est pas spectaculaire, il est méthodique. Les ports en eau profonde ne sont pas pensés comme de simples portes d'entrée pour des marchandises importées, mais comme des nœuds stratégiques capables de redistribuer la valeur à l'échelle régionale et continentale. Les corridors ferroviaires qui relient l'intérieur du pays aux façades maritimes ne suivent pas uniquement la logique du commerce international, mais celle de l'intégration nationale. Ils reconnectent des régions longtemps marginalisées aux flux économiques majeurs, réduisant les fractures territoriales héritées de l'histoire coloniale et de l'économie de rente. La modernisation logistique, souvent perçue comme un domaine technique, devient ici un acte politique au sens noble. Organiser l'espace pour que la richesse circule au lieu de se concentrer. Chaque infrastructure raconte une idée simple, presque brutale dans sa clarté: une économie souveraine commence par la maîtrise de ses flux. Flux de marchandises, flux d'énergie, flux d'informations. Sans cette maîtrise, toute croissance reste dépendante, vulnérable aux pressions extérieures et aux chocs géopolitiques. C'est précisément sur ce terrain que la coopération algéro-chinoise se distingue, en s'inscrivant dans des projets qui structurent le temps long plutôt que de répondre à l'urgence immédiate. Dans le domaine de l'énergie, la même logique prévaut. Les partenariats ne se limitent plus aux hydrocarbures, qui ont longtemps façonné l'économie nationale. Ils s'étendent vers le solaire à grande échelle, les réseaux intelligents capables d'optimiser la distribution,
et l'hydrogène vert envisagé non comme un slogan à la mode, mais comme un futur industriel cohérent avec les atouts géographiques du pays. Le Sahara, autrefois perçu comme un espace vide, devient un champ d'expérimentation énergétique aux dimensions continentales, où chaque projet s'insère dans une architecture globale. Les technologies déployées dans l'agriculture prolongent cette vision. Drones pour la cartographie précise des sols, capteurs pour ajuster l'irrigation au plus près des besoins réels, modélisation climatique appliquée au rendement, il ne s'agit plus d'aides ponctuelles ni de solutions clés en main. Il s'agit d'un transfert de méthode, d'une manière de penser la production agricole comme un système intelligent, adaptatif et résilient. La Chine n'exporte pas seulement des machines ou des équipements. Elle transmet une approche où l'État planifie, où la donnée éclaire la décision, où la patience devient un outil stratégique. Chaque projet prépare le suivant sans jamais clore le précédent. Rien n'est conçu comme un aboutissement définitif, mais comme une étape dans une trajectoire plus large. Pendant que certains observateurs s'interrogent sur l'axe dominant du XXI siècle, l'Algérie expérimente une voie plus discrète, celle de la diversification sans alignement, du partenariat sans tutelle, d'une modernisation qui ne sacrifie ni la souveraineté ni la cohérence nationale. Mais cette voie exige une lucidité rare, savoir exactement ce que l'on refuse, et surtout ce que l'on choisit de devenir. Dans le sud algérien, quelque chose est en train de changer, mais ce changement ne se mesure ni en slogans ni en promesses électorales. Il se lit dans les gestes répétés, dans les décisions quotidiennes, dans les trajectoires individuelles qui bifurquent silencieusement. Là où, pendant des décennies, l'imaginaire collectif associait le désert à l'attente, à l'abandon ou à l'exil, une autre narration est en train de naître. Elle ne se raconte pas sur les plateaux de télévision, elle se vit sur le terrain, au lever du jour, entre les rangées de culture et les écrans de contrôle des stations agricoles. De jeunes ingénieurs, agronomes et techniciens s'installent là où l'on n'attendait plus personne. Ils ne parlent pas de départ vers d'autres continents, mais de sols à analyser, de rendements à stabiliser, de cycles hydriques à maîtriser. Leur langage n'est pas celui de la résignation, mais celui de la précision. Chaque donnée collectée, chaque ajustement technique, chaque expérimentation réussie participe à une reconquête discrète du territoire. Le désert cesse d'être une frontière mentale pour devenir une promesse concrète, un espace où l'intelligence humaine dialogue enfin avec les contraintes naturelles. Grâce aux technologies importées, puis adaptées et transformées localement, le Sahara se métamorphose en laboratoire mondial de l'agriculture extrême. L'irrigation n'y est plus aveugle, elle est mesurée, calibrée, optimisée. Les cultures ne sont plus choisies par tradition ou intuition, mais par compatibilité climatique, résilience et potentiel nutritif. Les données satellites croisent les observations de terrain, les algorithmes accompagnent l'expérience humaine, et le savoir local s'enrichit au contact de méthodes venues d'ailleurs. Ce qui se construit ici dépasse la simple production agricole, c'est une nouvelle relation à la terre qui se dessine. Ce que la coopération algéro-chinoise rend possible dans ce contexte n'est pas une dépendance technologique ou stratégique. C'est une réappropriation. Réappropriation du temps long agricole, celui qui impose patience et constance, loin des logiques de rentabilité immédiate. Réappropriation de la chaîne de valeur alimentaire, depuis la semence jusqu'à la distribution, afin que la richesse créée reste ancrée dans le territoire. Réappropriation, enfin, de la dignité productive, cette fierté profonde qui naît lorsque l'on nourrit par son propre travail, lorsque l'on transforme une contrainte en avantage stratégique. Au cœur de cette transformation silencieuse, une question flotte, lourde et essentielle. Qui nourrit qui, demain? Cette interrogation dépasse largement le cadre national. Elle touche à l'équilibre géopolitique régional et continental. Une Algérie capable de produire massivement dans des conditions climatiques extrêmes ne serait pas seulement un acteur économique performant. Elle deviendrait un point d'équilibre, un stabilisateur dans un monde où l'accès à l'eau et à la nourriture devient un enjeu de sécurité globale. Un géant discret, peut-être, mais incontournable sur le continent africain. Cependant, cette trajectoire n'est ni automatique ni garantie. Elle exige une conscience collective capable de dépasser les clivages et les inerties. Elle demande une rigueur quotidienne, une discipline institutionnelle et un engagement individuel constant. Chaque parcelle cultivée, chaque technologie maîtrisée, chaque jeune qui choisit de bâtir plutôt que de partir ouvre une brèche vers un futur partagé. Et c'est précisément dans cette accumulation de choix silencieux que se joue, loin des projecteurs, la possibilité d'une Algérie qui se définit non par ce qu'elle vend, mais par ce qu'elle est capable de faire naître de sa propre terre.